Nous allons continuer au cours de cette table ronde en abordant d'autres aspects liés à la gestion des identités et des accès. Nous avons surtout parlé des utilisateurs, utilisateurs internes. Bon, ça peut être aussi des prestataires, des tiers. Ces utilisateurs internes, ce sont aussi des salariés. En quelle mesure nous avons la capacité à donner l'accès aux données de nos salariés? Quelles sont les contraintes légales par rapport à cet accès aux données des salariés? Ce qu'il faut bien penser à faire, donc, quand vous déployez votre projet d'IAM, c'est essentiellement d'informer vos salariés, essentiellement des traces que vont générer ces accès et les opérations que réalisent les salariés sur les différents services, et ce pourquoi vous collectez ces traces. En fait, ça correspond à deux types d'obligations légales. D'une part, c'est l'issue du Code du travail, et d'autre part, donc, de la loi informatique et liberté pour l'instant, et plus tard, d'ici 2018, pour le GDPR, donc le règlement pour la protection des données personnelles. Donc, les salariés doivent être informés des données que vous collectez, qui les concernent, pourquoi vous les collectez, qui va avoir accès à ces données, qui sont les destinataires de ces données, et des droits qu'ils peuvent exercer vis-à-vis de ces données. Et puis depuis 2 semaines maintenant, vous devez aussi ajouter la durée de conservation de ces données. C'est une mention qui a été ajoutée par la loi pour une république numérique. Donc les salariés doivent être informés de l'ensemble de ces items. Ensuite, il y a les problématiques informatique et liberté, donc la déclaration, ça a été évoqué par un des orateurs, la déclaration à la CNIL, puisque ça peut générer un nouveau traitement ou modifier un traitement de données à caractère personnel qui existe. Donc vous devez voir si vos déclarations auprès de la CNIL sont bien conformes. Voilà. Pour les salariés, c'est l'essentiel. Un autre retour d'expérience de projet de gestion des identités et des accès avec Benoît Fuseau, un autre secteur d'activité, le secteur de la finance. Je vais peut-être déjà répondre à une question une interpellation d'Olivier Morel sur le manque de motivation des RSSI par rapport à un projet d'IAM. Il faut bien voir que si le RSSI est le seul porteur du projet, ça va être très dur pour lui, et comme nous l'avons vu dans la présentation de PSA, il y a toute une partie fonctionnelle qui est très importante, et sans le support des métiers, c'est difficile d'avancer dans ce type de projet. Donc, question pour Benoît, comment motiver les métiers? Comment ça a été réalisé au niveau du projet à la CASDEN, et est-ce que ce projet existe depuis aussi longtemps que chez PSA? Compliance pour le monsieur de la PHP là, sur lequel, en fait, moi, j'ai pas abordé de la même façon en fait ce sujet-là. Déjà, nous, on avait, alors je travaille dans une banque, donc du coup, on est beaucoup dans la législation, la compliance, on en a parlé. Ça a été un point moteur. On a ce qu'on appelle une recommandation de niveau 1, donc du coup, qui pénalise fortement la banque et ses fonds propres. Et c'est vraiment un point essentiel, les fonds propres pour une banque. Donc du coup, il y a une grosse motivation pour reprendre le sujet. Ça faisait 3 ans que ça traînait. Et là, tout d'un coup, un coup d'accélération, un coup de motivation. On était parti un peu comme vous en se disant on va prendre un produit et puis on l'adaptera. J'ai essayé de dire attention, c'est peut-être pas la bonne pratique. Et juste à ce moment-là, moi, je sortais de formation HSC, pour pas citer Hervé, qui m'avait recommandé de participer à ces associations comme le CLUSIF. Et en fait, il y a un groupe qui se montait sur le groupe IAM, avec la collaboration de Olivier Morel. Ça a été un travail pendant 2 ans, sur lequel, en fait, j'ai énormément appris. Je me suis aperçu que c'était un sujet très technique, que la gouvernance avait une importance vitale par rapport au projet. On n'en a pas trop parlé encore dans les retours d'expérience, mais ça, c'est encore un point, vous en avez évoqué. Si ça vient pas du haut, vous aurez beaucoup de mal à le mettre en œuvre. Je suis impressionné par le nombre de profils qu'a PSA, 17 800. Moi, ça me paraît un peu compliqué, mais 16 ans d'historique, ça peut s'expliquer. Et donc moi me suis proposé de porter le sujet, mais ça a été tout un travail collaboratif avec la DSI, les métiers, la MOA, porter le sujet au plus haut, penser à la gouvernance de ce projet, parce qu'il faut impliquer aussi les RH qui ont déjà des habitudes. Si vous les impliquez pas et que
vous commencez le projet et en le prenant que d'un point de vue technique et qui vous disent « Ah oui, mais nous on existe et on n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de mettre en place », bah, c'est mal barré. Donc voilà, donc toutes ces problématiques grâce au GT, et je pense que le livrable que l'on a fait, c'était vraiment dans cet esprit. Alors moi, j'étais pas du tout contributeur dans le sens que je connaissais rien de ce projet. Par contre, j'ai essayé d'apporter en fait une vision utilisateur et quelqu'un qui se lance devant le projet et d'apporter justement ces fiches pratiques pour dire est-ce que c'est compliqué, quels sont les points d'attention, quels sont les points, pourquoi beaucoup de sujets d'IAM n'arrivent pas jusqu'au bout. Pour moi, c'était essentiel de pouvoir apporter ce retour d'expérience et cette vision sur lesquels en fait on se rend compte qu'aussi les fournisseurs ont un langage, enfin IAM, IAG, identité, fédération d'identité, SSO, enfin, j'en passe encore toute une palanquée qui n'est pas du vocabulaire, qui en fait on fait beaucoup authentification, habilitation, confusion souvent dans les métiers, dans les entreprises. C'est pas des choses qui sont comme ça acquises et qu'il faut aussi expliquer. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait TF1 sur l'explication, justement ce que vous avez expliqué sur les comptes de service, sur les comptes techniques. Qu'est-ce que c'est aussi ? Ça aussi, ça est très important de bien comprendre comment ces différents niveaux de spécification, ça aussi, ça rentre encore dans le vocabulaire. Pourquoi contrer ces comptes génériques ? D'où l'importance de traçabilité. Voilà. Donc, c'était tout un travail de longue haleine. Ça fait 2 ans. Et là, on a simplement commencé à mettre le produit en place. On l'implémente maintenant. Mais on a fait toute une expression de besoin forte. Et on a ensuite choisi notre produit, mais en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, on en a les bénéfices. C'est-à-dire que c'est plus moi qui attends presque les prestataires parce qu'on avait anticipé beaucoup de choses pendant ce projet. Alors, Voilà. ce projet de gestion des identités et des accès, c'est pour l'accès à l'ensemble des applications de l'écosystème informatique. En parallèle, dans nos organisations, nous avons aussi des acteurs en charge des accès physiques, notamment les services généraux, qui ont de leur côté peut-être d'autres systèmes, d'autres façons de contrôler les accès. Nous avons vu avec la carte de santé qu'il y a un moyen de fusionner ces environnements. Monsieur Dahan, comment voyez-vous l'intérêt de faire converger ces 2 systèmes de gestion des identités dans nos environnements ? Alors oui, effectivement, jusqu'à maintenant, on a toujours dissocié le monde des accès logiques et le monde des accès physiques. À tel point que, comme vous le disiez, on se retrouvait avec un service, les services et moyens généraux, qui étaient en charge des accès physiques, et la SSI ou la DSI qui était en charge de la gestion des accès logiques. Aujourd'hui, en fait, cette frontière est beaucoup plus gommée. On l'a vu avec PSA, on l'a vu avec le milieu des hôpitaux, et on essaie d'adopter une démarche globale qui fait qu'aujourd'hui, on travaille sur un processus commun, quel que soit l'accès, qu'il soit logique ou physique. Alors c'est intéressant, mais ce qui est important de préciser dans ce cas-là, c'est que vous avez donc, je dirais, un dénominateur commun qui reste l'identité. À partir du moment où l'identité fédère les accès logiques et les accès physiques, vous arrivez à réconcilier ces informations et ainsi pouvoir étendre vos activités à d'autres formes de contrôle, par exemple la revue de compte, la revue de profil, et également toute la partie analyse qui sera forcément importante par la suite, c'est-à-dire de l'analyse comportementale, le fait d'identifier qu'une personne puisse accéder à des locaux et à un système et conserver la traçabilité de ses accès. On vient sur le projet PSA qui est un projet très mature. En quelle mesure l'environnement de gestion des identités et des accès nous aide pour identifier des incidents de sécurité ? Je fais appel à un ami ou je peux répondre directement. Donc, aujourd'hui, il y a aussi effectivement un projet en parallèle chez PSA de mise en place d'un SOC. Aujourd'hui, dans la mesure où ce SOC n'est pas mis en place, on a des personnes qui surveillent, qui remontent des alertes à partir des logs, à partir de comportements jugés déviants. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas encore très industrialisé. Simplement, l'avantage, c'est qu'effectivement, quand une malveillance est entre guillemets détectée, on a derrière un identifiant, on a une personne,
et on s'est assez vite remonté et savoir d'abord si c'était bien cette personne qui était derrière son identifiant ou pas. C'est la partie complexe parce qu'il y a un gros volume chez PSA. Donc aujourd'hui, on focalise surtout sur tout ce qui est commerce parce que c'est là que les attaques sont les plus fréquentes. C'est normal, c'est le cœur du métier. Que dire de plus sur voilà, en fait, on trace. Le plus compliqué, en fait, c'est pas de tracer, c'est d'analyser et d'avoir des gens derrière pour réagir en fonction de ce qui est remonté. Et ça, quand on a des volumes, alors on s'appuie de plus en plus sur les technologies de big data, etc., pour essayer de traiter l'information. Mais la complexité, je pense que côté PHP, il disait on n'embauche pas. Chez nous, c'est aussi un peu pareil. Donc voilà, aujourd'hui, on a une collaboratrice qu'on appelle le mini-SOC et qui est mais qui est la personne qui essaye de traquer et de faire suspendre le plus rapidement des identités quand elle a des doutes sur leurs activités. Mais c'est un projet en cours et effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'on n'y échappera pas. C'est-à-dire qu'on a l'information, maintenant, encore faut-il avoir la capacité de l'analyser et de réagir derrière. Et d'avoir les experts qui sont capables de détecter d'où vient le problème. Alors un autre enjeu pour votre projet qui a démarré il y a déjà quelques années, aujourd'hui nous avons l'émergence ou le niveau de maturité au niveau du cloud. Les métiers vont y aller peut-être directement sans passer par la DSI. Comment vous arrivez à continuer à gérer les identités avec ce nouvel enjeu du cloud? Cloud peut-être maîtrisé par la DSI ou cloud qui est pris en direct par les métiers? Alors, pendant des années, on a eu effectivement les métiers qui pouvaient aller chercher tout seuls leurs applications à l'extérieur avant même qu'on parle du cloud. Et puis, beaucoup de travail a été fait pour qu'en fait, les métiers n'aient plus de budget propre et soient obligés de passer par la DSI. Donc, choix d'une application en on-premise ou en cloud, ça passe quand même par la DSI. Après, gestion des identités, on a quelques cas. Aujourd'hui, on fait, entre guillemets, une sorte de fédération et on continue à gérer les identités en interne et on fédère avec le cloud. Voilà. Et pour la CASDEN? Alors c'était aussi un des enjeux du projet IAM. Pour l'instant, donc on ne l'a pas implémenté. Hein. On est aujourd'hui sur une première brique. C'était vraiment le besoin. L'idée aussi dans ces projets-là, c'est d'y aller par lot. Faut pas essayer d'avoir une ambition de tout vouloir faire d'un coup. Nous, on s'est concentré sur. On est petit, hein, on doit avoir 300 applications nous, mais là on en gère 13. Voilà, c'était notre objectif. Le cloud, comme on est une banque, c'est pas encore un sujet qui est très mature, même si on sait qu'il va falloir y passer. Et là, on va essayer en fait de gérer ça par des fédérations d'identité. Mais on a un gros sujet aussi qui est sur le SSO. Nous, en interne aussi, une grosse révision. Et donc, ce projet en fait d'habilitation, c'était une première brique pour dire, on a un référentiel d'identité qui regroupe en fait tous les annuaires qui peuvent et tous les référentiels qu'on pouvait avoir. Et la deuxième brique, c'est justement de pouvoir ouvrir, ne serait-ce déjà sur le groupe ou sur d'autres partenaires. Et ensuite, bien sûr, le cloud, qui va s'embrayer automatiquement. Voilà. Et ce que je voulais juste revenir, ce qui était aussi important pour nous, c'était de profiter de ce projet pour revoir en fait tous nos profils. Ça aussi, c'est un travail que souvent on néglige dans ces projets-là. C'est de revoir l'ensemble de ces profils applicatifs, réimpliquer les métiers, parce que ça, c'est un gros travail et qui peut aussi être un point de blocage pour le démarrage. Parce que vous dites, voilà, je vais rentrer toutes mes identités, mes profils. Ah oui, mais il y a bien longtemps qu'ils sont plus à jour. C'est plus du tout ça que mon métier fait. Et ça, c'est un point non plus non négligeable. Alors, si on continue au niveau juridique par rapport au cloud, quels sont les points particuliers au niveau responsabilité des opérateurs cloud et la gestion des identités? Alors, d'un point de vue juridique, déjà, le projet peut être accompagné de la charte informatique et la charte informatique peut rappeler qu'il est interdit de passer par des services même gratuits, parce que là, vous parliez du budget, mais on a beaucoup de services gratuits accessibles en ligne, donc de cloud. Bon, là, c'est plus ça intervient à la fois en amont, parce que lorsque vous présentez la charte, vous pouvez sensibiliser le salarié ou les utilisateurs au risque de passer par ce type de service et de ne pas déposer n'importe quelle information critique sur ce type de service.
Et ça intervient aussi après, a posteriori, lorsque vous découvrez qu'un salarié a déposé des données critiques. Grâce à la charte, si elle est opposable au salarié annexée au règlement intérieur, vous pouvez éventuellement prendre des mesures. Donc ça, c'est une première chose. Après, donc pour la fédération d'identité, parfois peut y avoir un accord. Ça prend la forme d'un accord, donc il y a certaines choses à mettre dans cet accord, donc convenir du format des données, du protocole, utiliser du niveau minimum de sécurité accepté par les deux parties. Et puis aussi la gestion des incidents, comment sont remontés les incidents et comment ils sont gérés. La responsabilité de chacun. Ce qui est très important, et l'IAM y contribue, c'est de bien tracer et pour pouvoir démontrer qui est responsable aussi entre les deux parties. Ça vient du côté du prestataire de cloud ou de votre côté. Et donc de bien organiser cette responsabilité dans l'accord. S'agissant du cloud, ce qu'on peut aussi indiquer, c'est qu'on a une directive Nice qui est sortie au niveau européen, qui va devoir être transposée en France. Et dans cette directive, il est prévu des obligations spécifiques à la charge notamment des prestataires de l'informatique en nuage, mais c'est le cloud, c'est les termes français utilisés dans la directive. Et parmi ces obligations, on a l'obligation de sécurité. Donc c'est mettre en place des mesures techniques et organisationnelles proportionnées au risque. Donc c'est très large et il y aura sûrement, on espère, des référentiels qui vont sortir au niveau européen ou peut-être même français avec l'ANSSI, qui travaille actuellement sur un référentiel et une qualification. Donc ça commence à s'organiser. Il y aura une obligation aussi de notification des incidents à l'ANSSI. Des incidents importants, donc on va voir comment ils le définissent, mais ça va venir s'ajouter à une meilleure gestion, en tout cas, du cloud. C'est concernant, en fait, on a parlé beaucoup des l'identité utilisateur au niveau de l'IAM. Comment vous avez géré finalement l'identité de l'administrateur du SIF, qui aura forcément avant administrateur, il est déjà utilisateur, donc il a forcément déjà un compte. Donc son second compte, est-ce qu'il est géré dans l'IAM, dans un deuxième référentiel? Alors, aujourd'hui, on a deux façons de faire. Pour tout ce qui est administration de l'AD, en fait, les comptes d'administrateurs de l'AD sont créés directement dans l'AD et on a un problème, c'est que du coup, on ne les voit pas dans l'IAM. Dans les évolutions qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est justement d'être capable pour une identité de lui attribuer, entre guillemets, deux comptes différents. Un standard avec lequel il va sur Internet, il fait sa messagerie, etc. Et puis un autre qui peut être plus limité, qui peut pas lui permettre d'ouvrir de sessions Windows, qui peut faire que de certaines actions sur des serveurs, etc. Afin que le jour où la personne s'en va, son identité meurt et tous ses comptes partent. Je crois que nous pouvons remercier tous nos intervenants.